Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Il était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, mon Dieu, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt car ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une telle hype sur les internets. Alors je sais pas si c'est dû au réseau que j'ai sur Twitter, Facebook et Instagram. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de gens hypés sur cette annonce, qui est l'annonce enfin du lancement du tournage du Visiteur du Futur. Et oui les gens, le Visiteur du Futur va du coup sortir de la web-série pour arriver, je pense d'ici courant 2022 sur nos grands écrans, réalisé par ce cher François Descraques. Mais pour ceux qui ne savent pas sur ce podcast qui est François Descraques, pas tout le monde sait qui c'est. C'est un réalisateur qui justement est scénariste aussi, qui est très connu notamment pour Le Visiteur du Futur, Del Intense et Rock Macabre, mais aussi pour tout ce qu'il a fait autour de French Nerd. Il a fait quand même pas mal de choses sur les internets, qui est très intéressant et quand même quelque chose d'assez frais, du moins sur les internets. Un jeune réalisateur vraiment bourré de talent, qui a quand même un joli CV, pas mal de courts-métrages, notamment pour French Ball et pour notamment Le Visiteur du Futur, qui est quand même quelque chose d'assez consistant. Pas forcément les premières saisons, mais après au fur et à mesure, il a fait quand même des choses un peu plus ambitieuses, jusqu'à une 4e saison qui s'appelait Néo Versailles, je crois, ce qui était quand même relativement pas mal, mais on va y revenir les gens. Donc, cette annonce, pourquoi j'ai décidé de faire un podcast dessus? Parce que tout simplement, les gens, j'ai fait waouh! Je m'attendais pas vraiment à une hype à ce point-là. Franchement, je voyais tout le monde en parler, reposter le clap du début de tournage, la caméra Panavision, parce qu'ils ont fait, je crois, 6 jours de tests à la boutique de Panavision, des tests caméra. J'ai dit, waouh, j'ai fait les gens, sérieux, waouh, grosse hype. Grosse hype, donc public, relativisons les gens, parce que bon, on va dire que le public qui regarde essentiellement, qui a regardé notamment Le Visiteur du Futur, on va dire entre 2009 et 2014, c'était surtout des jeunes qui étaient à la recherche de contenu un peu plus différent de ce qu'on avait notamment à la télé, qui était un peu plus vieillot avec toutes les scènes de ménage et tout le tintouin. Je dénigre pas, mais on était à la recherche à cette époque-là, je pense, de quelque chose de très différent, et c'est pour ça que Le Visiteur du Futur a beaucoup marqué, et que derrière, c'est notamment France 4 qui était, on va dire, la branche, on va dire, Jones de France Télévisions, qui a chopé François Descraques pour le faire avancer et notamment financer certains de ses projets. Et ça lui a très bien réussi, et franchement, la hype est vraiment très importante. Il y a eu un joli petit buzz sur les images qui ont été postées. Mais pourquoi je fais ce podcast? Parce que moi, j'ai une certaine inquiétude vis-à-vis du projet. Déjà parce que je pense que déjà la hype du Visiteur du Futur, même si elle est assez haute, je pense qu'elle arrive carrément avec beaucoup d'années de retard. Parce que la fin de la série Le Visiteur du Futur, quand ils ont fait la saison 4, c'était en 2014, si je dis pas de bêtises. Les dates de diffusion, c'est en 2014. Après, elles sont toujours disponibles sur internet. Ça reste une web série, les gens, ça peut dire une série. Non, c'est une web série. Ça a été pensé essentiellement pour le web, même s'il y a eu derrière des financements télévisuels, notamment France 4 et Ankara Productions, qui ont aidé à la saison 3 et 4, qui sont qualitativement plus impressionnantes que les 2 premières saisons, qui font. Si on est honnête, les gens, on va être honnête, les 2 premières saisons, avec le recul, parce que bon, c'était il y a quand même 10 ans, la saison 2, c'est quand même vachement cheapos. Alors la 3 et 4 font cheapos, mais il y a déjà plus de moyens, un peu plus de budget, même si il y a des trucs, ça pique un peu aux yeux pour une personne de 2021. Donc voilà, c'est pas pour dénigrer le travail de François Descraques, je trouve qu'il a fait un très bon travail pour une web-série, ça reste quand même une des web-séries les plus hauts du panier qu'on a eu en France, et je respecte totalement le travail qu'il a fait, qui est magistral et qui est vraiment très impressionnant en vue des moyens qu'il a eu. Mais, il y a toujours un mais,
l'annonce qu'il avait fait en 2018, justement pour annoncer le long métrage, c'était quand même il y a presque 3 ans. Alors, le film aurait été peut-être produit en 2019, même avant 2020, parce qu'il y a eu quand même la pandémie que je pense qui a ralenti un peu tout le lot. Je pense qu'il serait sorti vers 2019, il y aurait encore une petite hype vraiment encore plus importante, parce que c'était encore frais dans la tête des gens. Un minimum, 4 ans d'écart, mais ça reste plus frais dans la tête des gens. Les gens, aujourd'hui, dans le monde d'internet, et notamment, oublient énormément de choses, même s'ils font « Ah ouais, mais je m'en souviens, c'est trop bien !» Mais c'est des choses qui s'oublient beaucoup plus rapidement, parce que la mémoire, la quantité d'informations qu'on a, qui est plus importante aujourd'hui, fait qu'on oublie beaucoup de choses. Maintenant, quand tu vois sur le téléphone à quel point les gens sont devenus accros au téléphone aujourd'hui, tu te dis, maintenant... Le contenu de vidéo, surtout avec l'arrivée de TikTok, c'est vraiment impressionnant. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet aspect où le Visiteur du futur arrive quand même avec pas mal d'années de retard. Je ferai une comparaison en fin de podcast avec une autre série, mais on va voir que c'est quand même 2 contextes relativement différents. Et du coup, pourquoi j'ai ces inquiétudes justement sur cette production ? Parce que je trouve qu'elle arrivait quand même avec du retard, parce que quand même la fan base du Visiteur du futur, c'est quand même, je pense, passe à autre chose, devient un peu plus adulte. Et donc, j'espère que le film, en tout cas, aura un autre ton, même s'il peut avoir ce côté toujours science-fiction comédie quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de comédie dans le Visiteur du futur, un côté légèrement dramatique. Mais j'espère que François Descraques prend compte que le public a vieilli, et surtout que pas tout le monde a suivi le Visiteur du futur et qui repartira presque à zéro, justement pour permettre au Visiteur du futur, en tant que film, de partir sur une base saine et justement présenter un univers, présenter des personnages, ce que n'a fait pas par exemple une autre web-série qui a eu quand même un petit peu de pognon pour faire son film, entre grosses guillemets, je parle de la série Noob, qui a notamment pour moi été un gros fiasco, parce qu'ils font un film pour les fans, et rien que pour les fans. Mais le problème, à mon sens, et ça ne tient qu'à moi et à mon expertise de comptoir, c'est que Noob, justement, a ce côté, justement, ça a conquis les fans. Et on fait un film pour les fans. Et moi, j'espère que François Descraques, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, saura faire un film pour toucher beaucoup plus large et pas dire et laisser sur le carreau les gens qui n'ont pas suivi les 4 premières saisons, et ainsi que tout ce qui est dérivé, livres et bouquins. Donc voilà, c'est juste une de mes inquiétudes que j'ai. Et aussi une autre inquiétude que j'ai, c'est après un article qui a été sur lefilmfrançais.com, qui est un très bon site pour les professionnels du cinéma, ou pour les gens quand même qui aiment savoir vraiment comment ça se passe sur le cinéma, bien sûr. Et je pense des fois c'est très intéressant d'aller voir l'envers du décor. C'est bien de connaître des films, mais des fois il faut savoir un petit peu comment ça s'est passé derrière. Et il y a un très bon article justement qui date du 18 mars 2021 et qui est très intéressant, et moi qui va m'amener certaines peurs. Déjà, la production. Également aux manettes de la réalisation de cette version cinéma produite par Pyramid Film et distribuée par Kenbo. Kenbo qui est quand même une boîte de distribution relativement très connue. Mais Pyramid Film, c'est, je pense, aux yeux de beaucoup de gens, c'est pas comme White Bunch, c'est pas comme certaines autres boîtes de production où on voit le logo, on reconnaît Pyramid Film. Pyramid Film, c'est des films comme... Attention, je dis pas qu'ils ont produit des mauvais films. Pour moi, ils ont produit des très bons films. Je pense à Jam en 2017. Si vous n'avez pas vu Jam, regardez Jam, parce que c'est un très beau road trip, justement avec une certaine poésie que j'aime beaucoup. Et Belgica, qui a été, je crois, prix de la mise en scène à Sundance, qui est un très bon film belge, dont je vous conseille vivement le visionnage. Et après, c'est beaucoup de films d'auteur, de comédie, voilà, ça slalom entre plusieurs choses. C'est quand même un parcours assez intéressant, mais globalement, qu'ils aillent chez Pyramid Film, j'étais relativement très étonné. Je pense que ça a dû mâcher entre les producteurs et François Descraques pour que vraiment il aille faire son film. Après bon, c'est les opportunités, voilà, qui viennent comme elles viennent. Et justement, au fur et à mesure de l'article, ce que je trouve très intéressant, c'est le tournage exclusivement en région Grand Est.
pour une durée de 6 semaines et demie de prise de vue, à commencer le 17 mars et ça arrivera le 3 mai. Donc voilà, dans cet article, je vais vous dire une chose, il y a un truc qui me fait flipper. Déjà, ils vont tourner dans la région Grand Est, qui est une très belle région d'ailleurs. Si vous avez l'occasion d'aller dans le Grand Est, c'est quand même super sympa comme région. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est surtout une durée de 6 semaines et demie de prise de vue. Donc ça veut dire un mois, allez, on va dire 1 mois et 2 semaines de tournage, ce qui est ultra court. Et je vais dire à beaucoup de gens, pour eux, 6 semaines de tournage, ça peut paraître beaucoup, mais c'est relativement dérisoire. Vraiment, en moyenne, un tournage, allez, on va dire 8 semaines, maxi 10, allez, et un peu plus. Pour certains tournages, par exemple, le tournage du film Eiffel qui a été produit, qui devait sortir l'année dernière, cette année, je sais plus quand il devait sortir, bah c'est à peu près, je crois, 3-4 mois de tournage. Parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup de choses. Et là, on parle d'un film de science-fiction, les gens. Ce qui me fait vraiment peur, parce que justement, un film de science-fiction, bah, ça doit quand même coûter un peu de pognon. En respectant beaucoup le travail de François Descraques, et je pense qu'il a beaucoup d'ambition, bah, ça me paraît un peu court quand même, surtout si t'as des effets spéciaux à fignoler, t'as quand même beaucoup de choses à faire. Pour moi, ça me paraît un peu court. Donc ça fait partie de ces raisons un peu techniques pourquoi ça me fait peur. Après, je pense qu'il est entouré d'une super équipe. Hein. Je vois quand même Mathieu Missi Raka qui est un super chef-op, dont je vous conseille la chaîne YouTube, parce qu'il a une chaîne YouTube, je vais le mettre dans le lien de la description, qui parle beaucoup de cinéma, de technique, et c'est très intéressant. Allez regarder cette chaîne YouTube. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent me faire un peu peur, parce que je trouve le délai un peu court pour un tel tournage. Mais après, ça concerne que moi et mon avis. Et il y a autre chose qui me fait peur, notamment, c'est les 4,5 millions de budget. 4,5 millions de budget, c'est honorable pour un premier film, mais je trouve ça vraiment très court pour un court-métrage. Un long métrage de science-fiction. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a quand même des envies de cinéma, je pense, de François Descraques, et que 4,5 millions, c'est relativement très court. Et je vais vous dire une chose, les gens, il y a des films français qui devraient coûter 4,5 millions et qui en coûtent 38. Par exemple, si vous savez combien coûtait La Ch'ti Famille, c'est 38 millions d'euros. Enfin, ça a à peu près 30 millions, entre 30 et 30 millions d'euros, je ne m'en souviens plus du chiffre précis, mais c'est ultra cher, et tu te demandes où est passé le pognon. Et là, moi, je pense que, par exemple, un film de François Descraques, c'est un film qui devrait coûter, en hauteur d'ambition et de folie d'image, s'il veut aller loin dans son concept, je pense que pour moi, ça doit tourner autour des 10 millions. On peut faire un film français de genre, que ce soit d'horreur, de science-fiction, à petit budget. Mais je pense quand même que je trouve ça dommage, parce que François Descraques, c'est un mec que je respecte beaucoup le travail, et je pense j'aurais aimé qu'il ait la hauteur de ses ambitions, mais à Burn. Et pourtant, il a quand même des coproductions très pointues derrière lui. Il a France 2 Cinéma, ils sont allés voir de la société belge Scope Pictures, ils ont fait du préachat OCS, Ciné+, France 2. En plus, il y a des petits coins techniques, en plus avec le soutien de la région Grand Est et de la métropole du Grand Nancy et de Metz. Donc voilà, il y a quand même quelque chose autour du film quand même qui fait qu'il a eu quand même un bon budget quand même pour partir, mais je trouve le budget un peu court en vue des ambitions de François Descraques. Après, peut-être je peux me tromper, hein. On peut dire une chose et après on peut dire une connerie derrière. Mais en tout cas, ce n'est que mon avis strictement personnel. J'attends le film de voir ce que ça va donner, mais moi je pense qu'on parle à beaucoup de gens, la hype, je préfère la voir, raison gardée. Et j'espère que François Descraques, surtout c'est ça qui me fait la peur du budget, c'est de pas partir sur ce qu'il faisait avec la web-série, même s'il a eu un peu plus de moyens conséquents sur la saison 3 et 4, pas faire quelque chose de cheapos. Franchement, j'espère pas quelque chose de cheap. Parce que après c'est ce qui faisait son charme sur YouTube, on va dire honnêtement. Moi c'est ce qui me faisait marrer c'est les décors. Les décors je les trouvais ultra cheapos, et c'est ce qui faisait son charme, je pense, à la saga, à la web série du Visiteur du Futur. Mais là j'espère que pour vraiment accentuer son film et qu'il montre aussi qu'il a progressé dans sa mise en scène, que tout sera fait pour pas que ça soit cheapos, et que justement le Visiteur du Futur soit une véritable œuvre de cinéma.
Et justement, je vais revenir à un point que j'avais dit en début de vidéo par rapport à la hype qui avait amené l'annonce de ce film. Je vais faire une comparaison avec une autre série culte en France, qui est, je trouve, un chef-d'œuvre à mon sens, qui est la série Kaamelott. Et justement, c'est pas con, justement, parce qu'on a le film Kaamelott qui va sortir justement cet été, normalement, si les salles veulent bien rouvrir. Mais bon, attendant la compétence du gouvernement, on est mal barré. Mais je vais vous dire une chose, pourquoi je fais cette comparative entre Kaamelott et Le Visiteur du Futur ? Parce que c'est quand même deux séries qui ont presque cette même idée de base. C'est-à-dire que quand même, on regarde Kaamelott, les premières saisons sont quand même, oui, même s'il y a quand même un peu de moyens, parce qu'il y avait quand même M6 derrière, il y avait quand même un peu de pognon, mais il y avait une idée quand même très minimaliste, aller à l'essentiel. Et même si Le Visiteur du Futur a fait autrement, c'est-à-dire à travers les décors, les costumes, il y avait sur ces deux séries quand même, on va dire, les premières saisons très minimalistes, notamment jusqu'à là où les saisons de Kaamelott après ont pris de l'ampleur, et ça a été la même chose pour Le Visiteur du Futur sur les saisons 3 et 4. Mais, je vais dire une chose, ce qui fait que je minimalise pour moi la hype, à mon sens, du Visiteur du Futur, c'est que Le Visiteur du Futur, c'était sur Internet. Kaamelott, par exemple, c'était vu par des millions de spectateurs en prime time, c'était énorme. Les plus jeunes qui se rendent pas compte, parce que moi je me rapproche doucement de la trentaine, c'est quand même très impressionnant de voir que pour eux, Le Visiteur du Futur, c'est un peu comme nous ce qu'on a connu avec Kaamelott. Mais sur Internet, le problème, c'est que justement, les choses touchent un certain public. Kaamelott, ça touchait tous les publics. Ça touchait autant la ménagère que ça touchait les personnes âgées, même les jeunes. Le ton d'Astier, pour moi, était beaucoup plus universel, justement, que Le Visiteur du Futur, qui parlait, je pense, à un temps où chez les jeunes. Je pense que ça marchait beaucoup plus chez les jeunes et chez les fans, on va dire, de l'univers entre guillemets geek. Alexandre Astier, derrière Kaamelott, a fait quand même d'autres choses en tant qu'acteur, mais aussi il a fait certaines choses. Il a fait notamment un film avant Kaamelott, un film qui s'appelle David et Madame Hudson, qui est un très bon film, qui est un drame vraiment humain, mais d'une toute beauté, et il veut montrer vraiment que même si en dehors des saisons 5 et 6 de Kaamelott, il a un autre ton, qui sait maîtriser un autre ton et qui sait maîtriser la mise en scène sur un long métrage, montrait qu'il pouvait gérer un long métrage. Même s'il a géré Kaamelott, qui est une série, c'est beaucoup plus dense à gérer, mais qu'il avait les épaules et pour un long métrage et qu'il voulait vraiment cette envie de cinéma. Et en plus, c'est un très beau film dont je vous conseille le visionnage vivement. Et c'est là que je mets le point avec François Descraques, qui derrière, je pense, a fait beaucoup de choses, notamment à la télévision. Mais je pense que Le Visiteur du Futur aurait été très intéressant de faire, je pense, quelque chose avant, justement, d'autres justement que ce projet, certes très important peut-être pour lui, mais je pense qu'il est important de passer à une chose justement qui va nous sortir de notre zone de confort entre guillemets, parce que c'est quand même son univers et tout ça, pour montrer qu'il sait faire autre chose. On arrive quand même au bout de 20 minutes de ce podcast, mais j'espère que vous comprendrez ce point de vue que j'ai, qui est quand même, je pense, pas la majorité générale. Beaucoup de gens disent « Oh, ça va être bien, Le Visiteur du Futur et tout ça », mais moi je préfère, sur les informations que je vous ai citées, partir sur quelque chose de « on va attendre », et voilà, les informations, mais être peut-être plus pieds à terre par rapport à la réalité de ce qui est la fabrication d'un long métrage. Mais voilà, donc ça ne tient qu'à moi de vous dire ces mots. J'espère qu'en tout cas vous avez compris ce point de vue et que vous le respecterez. Et si vous n'êtes pas d'accord, l'espace commentaire est à votre disposition. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et bien sûr, on se retrouve prochainement pour un prochain podcast. Je vous dis donc à la prochaine les gens. Ciao.